Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tauvel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Tous les 15 jours, j'invite des personnes passionnées et passionnantes et je décortique avec elles comment un métier passion illumine et impacte une vie au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Omar Abodib, un entrepreneur normand dans l'hôtellerie-restauration. Omar est propriétaire de l'hôtel-restaurant Le Donjon et du Bel Ami à Étretat. Et dernièrement de l'hôtel-restaurant Les Cèdres à Saint-Sorlin d'Arves. Alors c'est parti pour une nouvelle interview. Alors bonjour Omar, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouveau podcast. J'ai plein de questions pour toi et notamment la première traditionnelle qui est: qu'est-ce qui te donne la pêche dès le matin? Billy Idol, Dancing with Myself. Voilà, donc ça permet au moins de se réveiller bien. Je suis un peu plus un mec des années 80, c'est ça qui est top. Super, c'est top. Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier justement au quotidien? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui me plaît? Tout. La cuisine, le service, accueillir, être de bonne humeur tous les jours parce qu'on n'a pas le droit de faire la grimace, même si les journées des fois sont peut-être un peu plus compliquées que d'autres, mais tous les jours elles sont belles. Ce que j'aime, c'est de le faire dans un cadre exceptionnel, parce qu'on est situé en fait sur un spot et sur un site où c'est un mélange entre histoire, patrimoine, site naturel et site exceptionnel. Les gens, mes collaborateurs, c'est ce qui me plaît aussi, c'est ce qui m'anime tous les jours. Mes clients, c'est ce qui m'anime aussi tous les jours, parce que grâce à eux, on arrive à évoluer, des fois de manière compliquée, mais souvent et heureusement plus souvent de manière positive. Et puis aussi les parties prenantes, parce que sont nos artisans, nos producteurs, nos éleveurs, nos partenaires qui nous accompagnent. Alors, c'est en fait ce triptyque qui m'anime aussi, et c'est cette alchimie permanente qui fait qu'on continue et on est heureux de continuer ce métier de manière passionnelle. Super. Justement, l'hôtellerie-restauration, c'est un secteur très prenant. Toi, tu as en plus embauché 80 personnes. Tu as créé de l'emploi pour 80 personnes. C'est souvent difficile aussi de séparer la vie pro et la vie perso. On compte rarement ses heures. Alors, comment as-tu réussi à trouver un équilibre qui, toi, te convient, si tu as réussi? D'abord, c'est un cheminement long, parce que le métier a considérablement changé entre ce que j'ai pu connaître quand j'ai commencé dans le métier dans les années 90-95, où on était quand même en fait encore sur une période de germinale. Hein. C'était quand même une période qui était extrêmement difficile, parce que le métier était connu ou reconnu d'une manière où il fallait qu'on le fasse de manière assez violente et assez difficile. Et puis finalement, les années, surtout depuis les années 2000, ont changé. C'est-à-dire qu'on a changé en fait notre métier. On est devenu plus communicant, on est devenu plus commerçant, on est devenu plus dans une multiplicité, une polyvalence en fait dans nos métiers qui sont d'être entrepreneur mais en bâtiment, être entrepreneur en cuisine, être entrepreneur en service, être précis et carré, entre autres dans nos relations RH avec les collaborateurs. Donc globalement, ça a changé. Alors, évidemment, on est quand même souvent rattaché à la notion de la personnalisation des espaces et des sites et des lieux. Donc, en l'occurrence, le donjon, qui est un peu le bateau amiral, a beaucoup de difficultés parce que j'y suis quand même extrêmement attaché et puis extrêmement présent. Donc, il faut être là. J'ai la chance d'être avec mon épouse Clarisse depuis 31 ans. Je lui ai remis une médaille du mérite, parce qu'elle a Oui. resté pendant 31 ans avec moi. Donc, c'est quand même pas une chose facile. On a 4 enfants ensemble. Et voilà, et je pense qu'il n'y a pas eu de mensonge depuis le départ. C'était en fait un métier qui était prenant, qui était en fait évidemment en décalage avec d'autres. Et je pense que je ne le verrai pas de la même manière. Et puis, je ne me sentirais pas à l'aise si jamais je n'étais pas à côté de mes clients. Si demain, en fait, il devait y avoir une prestation qui devait se faire et que je ne suis pas certain. Alors, j'ai confiance aveugle en mes collaborateurs, parce que heureusement, on a fait
On a mis en place un top management qui fait que de manière transversale, chacun a pris ses responsabilités dans son cœur de métier. Donc finalement, ça se passe beaucoup mieux qu'avant. Donc j'ai réussi à faire cette transition-là. J'ai réussi à faire confiance. Donc ça, c'est aussi en fait un point important dans le métier. Ouais. Mais il faut être présent. Il faut être présent, il faut être attaché à ça. Et à un moment, il faut savoir lâcher en se disant que de toutes les manières, ça se passera bien. Oui, un bon conseil. Justement, parmi les méthodes et les astuces que tu pourrais nous conseiller pour gagner du temps, est-ce que tu en as acquis certaines que tu souhaiterais partager? Alors moi, je suis assez mal placé parce que je suis libanais, donc je suis un peu bordélique. Donc, gagner du temps, c'est pas trop ça. C'est pas ma tasse de thé. Et puis, j'ai un adage, mais je ne le dirais pas de manière un peu crue. Mais en Orient, en fait, on utilise le temps. Et en Occident, on se fait esclaver par le temps, ou on est devenu esclave du temps. Intéressant. Et si vous voulez, ce qui ne peut pas se faire aujourd'hui se fera demain. Et ce n'est pas grave. Et la vie continuera et continue. Et je pense qu'il ne faut pas prioriser l'administratif à l'humain. Très bien. Un très bon conseil. Parce que dans notre métier, en l'occurrence, on a quand même beaucoup de problèmes de recrutement. Si ma préoccupation était uniquement en fait, de se préoccuper de la partie administrative, je pense que j'aurais plus personne en fait, dans l'établissement. Donc, il faut avoir en fait, plutôt un relationnel fort avec les collaborateurs qui sont, donc, au travers de la marque employeur, aussi nos clients. Parce que moi, j'ai 3 clients, j'ai mes collaborateurs, mes clients et les partenaires. Et voilà, donc après, moi, je suis un très mauvais conseil pour la planification. Mais c'est très intéressant. J'arrive à tout faire, mais à ma manière. Ah oui, très bien. On a parlé justement un tout petit peu du Liban. En août 2020, tu as emmené toute l'équipe du restaurant Le Donjon pour aider les Libanais. Est-ce que tu peux nous raconter les moments forts de ce voyage et puis à travers cet événement, pour quelle cause, du coup, t'es-tu engagé? Alors, c'est un cheminement qui forcément n'est pas tombé comme ça par hasard, parce que historiquement, depuis plusieurs années, on fait déjà les soirées des Restos du Cœur en fait, au mois de décembre tous les ans, donc avec tous les chefs normands. Et puis, j'aime bien souvent revenir un peu en arrière pour juste en fait, se rappeler ce qu'on a vécu, même si on essaie de l'oublier, mais malgré tout, on l'a vécu. Le 14 mars 2020, on s'est retrouvé à 20h à devoir fermer à minuit. Donc, on a été les premiers, nous, à avoir le couperet directement avant enfin 3 jours ou 4 jours avant, donc c'est pas une révolution. Et dès le premier confinement, on a pris la décision en fait, de venir en aide aux soignants et aux aides-soignants. Donc on a fait 1000 repas tous les dimanches. Comme tu le disais tout à l'heure, enfin, on était dans cette logique de dire notre métier est prenant, on travaille le dimanche. Moi, j'ai dit, écoutez, de tout on est toujours le dimanche, la journée dominicale, nous travaillons, donc on va travailler cette fois-ci gratuitement en offrant des repas aux soignants et aux aides-soignants. C'est ce que j'appelle la première gifle. La première gifle, c'était le 14 mars. La deuxième gifle a été le 4 août. Donc, comme je disais, je suis libanais, mais évidemment attaché à mon pays. Et quand l'explosion est arrivée à Beyrouth, immédiatement, j'ai dit, on va faire une soirée caritative pour le Liban. Et dans la foulée, je leur ai dit, on va envoyer du matériel au Liban, essayant en fait de venir en aide à une population qui en a besoin. Parce que ça s'est conjugué entre l'explosion et la situation économique qui a été désastreuse. Et donc, ce n'était pas qu'un seul événement, mais ce sont 2 événements qui se sont passés au Liban et à Beyrouth. Et puis, je suis allé un peu dans mon truc dingo en disant, écoutez, étant donné que je n'ai pas confiance dans la classe politique libanaise, je vous propose, vous, mes collaborateurs et mes amis, de partir au Liban et de venir en aide aux Libanais, mais surtout d'être certain que ce que nous envoyons grâce aux invisibles qui nous ont amené tellement de choses, on a réussi à remplir quand même 3 conteneurs, tout à fait. C'est d'être là-bas et de distribuer là-bas sur place. Et c'est ce qui nous a permis en fait de le faire, en bouclant en fait toute cette énergie, cette dimension humaine qu'on a réussi à créer en fait ensemble, où ça nous a obtenu, enfin on a réussi à avoir finalement 3 satisfactions ou 3 bonheurs ou 3 moments heureux. Le premier, c'est qu'on a défini la famille du travail. Parce que globalement, on peut, et je n'ai pas peur de l'utiliser de cette manière-là, c'est qu'on a la famille que nous avons, on a la famille que l'on crée, on a la famille du travail. Et cette famille du travail, elle a été créée à ce moment-là et ça a été une pierre en fait
central et ça a été un édifice fort pour l'entreprise et pour le groupe. La deuxième, ça a été de se retrouver finalement à venir en aide à l'autre et de savoir donner et d'avoir expliqué à mes collaborateurs dans une notion d'hospitalité, c'est d'abord de donner avant de recevoir. Ça a été le deuxième élément fort. Et le troisième, ça nous a permis de créer notre raison d'être et l'âme même du cheminement que nous avons mené en fait tous ensemble, où on a travaillé ensemble pour créer cette raison d'être qui est créer et faire vivre l'hospitalité de notre territoire, de nos maisons, partager notre plaisir avec nos voyageurs. C'est super. L'alchimie de tout ça a fait qu'aujourd'hui, on est passé d'une trentaine de collaborateurs à 80 aujourd'hui. Et on a créé plusieurs établissements qui me permettront à terme de pouvoir même intégrer les collaborateurs dans le capital social de l'entreprise. Wow. Très beau projet. Merci pour le partage. Justement, en parlant aussi un petit peu d'inspiration, est-ce qu'il y a une personne, un livre, une œuvre d'art, quelque chose qui t'inspire au quotidien? Alors, dans les échelles de valeurs qu'on a valorisées en fait chez nous, ça a été une des valeurs, c'était la culture qu'on a positionnée et qu'on a essayé de graduer. Donc là, autour de moi, vous avez en fait le salon créateur qui a été peint par Jean-Charles Le Cassel-Bajac. On peut le voir à l'écran, c'est magnifique. Là, vous dînez dans un salon où vous êtes dans une œuvre d'art et vous profitez en fait d'une œuvre d'art avec la vue sur mer, évidemment. À Étretat, tout à fait. Jean-Charles, et alors, je veux dire que c'est un peu l'emblème du renouveau du donjon. Ça a été peut-être la plus belle des manières de mettre en illustration ce que j'imaginais, parce que j'ai une admiration folle pour les auberges, les tavernes, les bistrots, les routiers, les lieux de vie où à l'époque on peignait, on signait, on marquait, on signait un mot sur un mur. Et je pense toujours au vieux plat à Gonneville-la-Mallet, qui était en fait un endroit incroyable. Et moi, je voulais tatouer la maison et je pense que c'était important de créer une identité forte sur un lieu. Que ça plaise ou ça déplaise, globalement, j'en ai un peu rien à foutre. Mais c'est au moins, on donne la possibilité. Ça ne coûte pas plus cher à l'assiette. C'est une œuvre d'art et voilà, on vient en profiter. Et ça m'inspire parce que le mail que j'avais écrit le 3 avril 2020 à mes collaborateurs, sans savoir si on allait en fait vivre tout ce qu'on a vécu pendant presque 1 an et demi, 2 ans, j'aurais écrit demain dans le mail, donc en disant plein de choses, parce qu'on a fait beaucoup de formations aussi sur ce premier confinement, mais la fresque de Jean-Charles Le Cassel-Bajac, son nom c'est « Le sillage vers le chiffre, main ». M-A-N-S. Et donc, je pense que le passé et l'avenir, ensemble, est plus fort que seul. Superbe, super. Est-ce que pour finir cet épisode, tu aurais une anecdote à propos d'étoiles à nous raconter? Une anecdote, alors c'est quand même toute l'illustration de 2021, parce que là, je parle de 2020, mais 2020, c'est un peu la continuité de 2021. Enfin, 2021 est la continuité de 2020. Et quelques jours avant, enfin même quelques semaines avant, je décide de faire une réunion le 18 janvier pour illustrer la raison d'être, la vision 2026, le top management, en fait, pour que tous les collaborateurs soient en place, etc. etc. Et le jeudi avant, on reçoit un coup de téléphone du guide Michelin nous annonçant une nouvelle où on accroche une première étoile à Étretat, parce qu'il n'y a jamais eu d'étoile Michelin à Étretat. Tout à fait. Ça a été le premier étoile Michelin à Étretat. Ça a été notre première étoile, évidemment, pour nous et pour moi. Et c'était vraiment un objectif commun et de l'ensemble des collaborateurs. Et puis, donc, le 18 janvier, forcément, nous, en fait, avec Gabin, on se casse, on va faire la fête ailleurs parce qu'il ne fallait pas qu'on reste dans le coin. On revient le 18 janvier, donc on annonce, en fait, je présente le plan pendant 3 heures et au bout de 3 heures, on diffuse en direct la remise des prix en fait, du Michelin parce que malheureusement, on n'a pas eu la chance d'aller là-bas pour recevoir la réponse. Et le truc incroyable, c'est qu'on avait mené en fait une action également pour avoir une 4e étoile à l'hôtel. Et le 18 octobre
2021, 9 mois après, alors on a enfanté La la quatrième 9e étoile. étoile ou la 4e étoile de l'hôtel. Et ce qui est incroyable, parce que c'est pas des. Enfin, on aurait voulu, on n'aurait pas eu la même date. Et Non. 18 octobre, on a eu la 4e étoile, et ça a été en fait Ouais. la récompense 2021, qui était une année de dingue. De dingue. Ouais. Ouais. Et de dingue. Et comme je te parlais du Liban, on a réussi à créer un fonds de dotation pour venir en aide aux personnes en difficulté dans le pourtour méditerranéen, mais également en France, et surtout pour lutter pour la biodiversité et préserver le vivant. Et je pense que notre combat de demain, c'est de mieux manger et d'être attentif en fait à ce que l'on mange et comment on mange. Merci beaucoup Omar pour tous ces partages. Et puis, je pense que ça aura inspiré plus d'un auditeur. Donc, merci à toi. À bientôt. Ça y est, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans 2 semaines pour une prochaine interview. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et partagez-le autour de vous. Cela m'aide énormément à le faire connaître. À bientôt sur Pop In!